Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du tournoi de l'intersaison dont la finale opposera les Lakers de Los Angeles aux Pacers d'Indiana dans la nuit de samedi à dimanche. On va parler de LeBron James, de Tyrese Haliburton, mais aussi des Pelicans, des Wolves ou encore du rookie Chet Holmgren. Tout cela en présence de mes deux invités, Vincent et Adrien, les deux hommes derrière le livre NBA All-Star Names. Bonjour messieurs. Salut Josh. Bonjour Josh, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Yes, messieurs, je vous avais déjà invité il y a quelques temps de ça pour parler du livre NBA All-Star Names. Voilà. Je voulais vous réinviter pour parler de NBA, bien évidemment, qui est notre passion commune, mais je voulais quand même avoir quelques nouvelles de votre part sur cet excellent bouquin, cet excellent ouvrage. Et je voulais avoir un petit peu votre vécu sur notamment la campagne de dédicace qui a suivi. Je vous avais suivi sur les réseaux sociaux à ce propos. J'avais trouvé ça plutôt excellent. Et puis le retour des lecteurs et les projets à venir. Voilà. Vincent, qu'est-ce que tu peux me dire de cette expérience que vous avez vécue après la sortie de ce livre? C'est une très belle expérience pour nous parce que nous n'avions aucun vécu dans dans le domaine du livre et on a fait plein de rencontres. On a fait plutôt des séances de dédicaces dans notre région, le Grand Ouest, les Pays de la Loire. On a rencontré beaucoup bien sûr de lecteurs ou futurs lecteurs de toutes les générations, beaucoup d'enfants attirés par la couleur, les dessins d'Adrien, et puis des fans plus âgés de la NBA d'il y a quelques décennies, avides de retrouver leur joueur préféré. Ouais, Adrien, toi, tu l'as vécu comment cette campagne de dédicace? C'était très intéressant, comme disait Vincent, de voir le retour de lecteurs, parce que quand tu fais une œuvre comme ça, surtout nous, c'est la première, on savait pas tellement à quoi s'attendre. Et on a été surpris justement que des jeunes soient très intéressés par le format. Nous, on est plutôt trentenaire, quarantenaire avec Vincent, et donc du coup, nous, on l'avait fait peut-être pour les adolescents qu'on était à l'époque, découvrant la NBA, et finalement, ça a parlé à des lecteurs jeunes actuels, et ouais, c'était très très chouette, très très chouette. Ouais, ce livre, de toute façon, est absolument excellent. Tous les gens que je connais qui ont eu ce livre entre les mains ont été absolument ravis, qu'ils soient d'ailleurs des fans purs et durs de NBA, comme des gens qui sont beaucoup plus dans la consommation, on va dire, anecdotique de basket. Mais comme dit très bien Vincent, tes dessins, Adrien, ils sont quand même extraordinairement bien faits. Il est bien monté, il est bien pensé, ce livre. Et c'est vraiment top. Il y a des choses à annoncer concernant ce livre ou pas du tout? Ou il y a d'autres séances de dédicaces, il y a d'autres trucs, d'autres choses à dire à propos de ce livre? Oh, pour l'instant, il va vivre son deuxième Noël. Donc D'accord. voilà, et on espère peut-être un jour le voir évoluer, mais voilà, c'est pas encore une nouvelle à annoncer. Ok, très bien. Oui, c'est un peu tôt, mais on a plein de nouvelles. On aimerait en dire plus, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt. Mais on travaille avec Vincent, ça c'est sûr. Mm. D'accord. Eh ben, écoutez, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire déjà que vous allez revenir dans le podcast un moment pour quand vous aurez fait vos annonces et tout ça. J'espère vous avoir la chance de vous avoir pour parler de ça. Et puis, euh, ça veut dire aussi qu'on va avoir des nouveaux contenus potentiellement vous concernant. Donc, faudra vous suivre sur les réseaux pour savoir ce qu'il en est. Vincent, je sais que toi, tu as un autre projet avec le collectif de basket rétro qui implique les Jeux Olympiques, je crois. Est-ce que tu peux nous Oui, dire quelque chose à ce propos? oui, bien sûr. Je te remercie de pouvoir de me laisser là du temps pour en parler. Oui, avec Adrien, on s'est rencontrés via le site Basket Rétro, qui est un site de passionnés qui écrivent et illustrent dans l'histoire du basket, le basket mondial, de la France, l'Europe, bien sûr les États-Unis. Et, euh, et a été lancée l'idée il y a 3 ans de faire un livre sur le basket au JO, le basketball aux Jeux Olympiques. Et après plusieurs mois, plusieurs années de préparation dans un collectif de rédacteurs et d'intervieweurs et de graphistes,
est né ce gros bébé de 344 pages Ouh. qui retrace l'histoire du basket depuis son côté sport de démonstration aux Jeux Olympiques de 1904 et qui suit toute l'histoire et qui va nous amener bien sûr à Paris 2024. Donc chaque édition est évoquée. Moi, à titre personnel, je parle de Los Angeles 1984 et Barcelone 1992, des éditions qui me... Ah ouais, tu t'es chopé la meilleure partie, quoi. Non, En tout je cas, sais pas. pour les Je gens de suis ma pas. génération, si. C'est aussi ce qui fait la force de Basket Rétro, c'est que chaque rédacteur a des périodes qui lui plaisent. Ouais. Donc, il y a des fans des années 50, il y a des fans des années plus récentes, bien sûr. Et en fait, le partage des éditions s'est fait très naturellement. Et voilà, très naturellement, je suis allé vers ces éditions. Donc c'est un livre avec aussi beaucoup de photos, beaucoup d'interviews, très vivant et qui devrait plaire voilà aux lecteurs et voilà, c'est un honneur d'avoir fait partie de ce collectif et de cette belle œuvre. Ouais, JO 84, c'est Michael Jordan qui explose au visage sur la scène internationale, on va dire. Clairement. Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. Alors, il était connu, on va dire, que du microcosme C'est ça. du basket américain. Et là, voilà, il explose à la face du monde. Et 8 ans plus tard, bon, bah, c'est la Dream Team, c'est Barcelone, c'est l'arrivée des professionnels de la NBA. Donc, en 8 ans, la scène la NBA a explosé à la face du monde. Oui, alors là, c'était l'internationalisation totale. Les mecs, c'était des rockstars, quoi. Tous les documentaires, les livres que j'ai pu lire là-dessus, tu vois bien que les gars, c'était quand même une folie pure, quoi, leur histoire, quoi. T'as l'impression que c'était Mais les Beatles aux Jeux ah Olympiques bah, bientôt, quoi. voilà, ils ont été la pépite des JO 1992. Mais Ouais, je veux pas cantonner ça aux joueurs NBA qui ont bien sûr. participé aux Jeux Olympiques. Il y a vraiment, bah, il y a le match, comment, de 1972 opposant les États-Unis à l'Union Ouais, soviétique. complètement, ouais. Voilà, puis il y a d'autres évocations aussi de joueurs moins connus, d'équipes moins connues, mais qui ont fait l'histoire des JO et bien sûr l'arrivée aussi du basket féminin. Euh, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est en 1980 ou 1976. Donc tout est évoqué, c'est vraiment très complet et ça devrait plaire aux amateurs du basket international. Extraordinaire. Il y a une date déjà de prévue pour la sortie de ce livre ou pas? Alors le livre est sorti fin octobre Ah et d'accord. voilà, un éditeur alsacien, ID Édition, et on peut le trouver sur tous les sites marchands et voilà certains points de vente. C'est quoi son titre alors, tu m'as dit? C'est l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques. Eh ben voilà. Eh ben dis donc, je vais jeter un œil immédiatement à la fin de cet enregistrement, mon cher Vincent. J'ai même envie d'y aller maintenant. Allez, salut. Merci d'être venu, Adrien. Merci Vincent, merci chers auditeurs. Je plaisante. On va Une parler bande de plus. Voilà, un podcast de 8 minutes 46, c'est très bien. C'est parfait. On adore. C'est comme ça qu'on les aime, les podcasts. Les podcasts de 10 minutes. On va parler, on va parler, si vous le voulez bien, de ce dont on est censé parler tous ensemble, du tournoi de l'intersaison, moqué par certains à son lancement. D'autres étaient totalement indifférents. Le In-Season Tournament, le IST, ça fait un peu MST quand même, le truc sur les initiales qu'ils utilisent aux États-Unis, a été lancé cette saison par la NBA et ça a plutôt tenu toutes ses promesses, j'ai envie de dire. On a eu des matchs à haute intensité au mois de novembre, réalisé un petit peu l'exploit, avec des joueurs prêts à en découdre et des supporters manifestement ravis d'assister à ces matchs à élimination directe. L'exemple le plus typique à sortir, c'était le match entre Boston et Indiana qui était complètement taré. C'était génial ce match. J'avoue que moi-même, devant mon écran, j'ai été agréablement surpris par la qualité du basket proposé. Euh,
Alors, effectivement, hein, ce tournoi, on peut dire, hein, il a été monté de toutes pièces par la NBA, notamment à des fins commerciales. Les amis, c'est le cœur de cette ligue, il faut le rappeler. Euh, c'est difficile de ne pas applaudir malgré tout le succès d'une formule qui, comme le play-in à l'époque, et qui avait aussi son lot de sceptiques, donne accès à des rencontres de haute intensité. Euh, et c'est ce qu'on a envie de regarder, c'est ce qu'on a envie de suivre en tant que fan, j'ai envie de vous dire. Vincent, Adrien, je voulais avoir quel était votre avis sur ce tournoi avant qu'il se lance et comment votre point de vue a évolué aujourd'hui. Oui, ben comme beaucoup de gens, moi j'étais assez sceptique au tout début. Je me souviens avoir posé la question à Evan Fournier qui avait ouvert son Twitter à un moment donné sur le in-season, enfin quand il y avait les toutes premières rumeurs, et lui était hyper sceptique, avait dit non, ça se fera jamais. Je trouve que au niveau intensité, comme tu dis, c'est une réussite. Je pense que la NBA vient de découvrir que le système FIBA c'était pas si mal en fait. Bah, justement, on parlait des Jeux Olympiques avant. C'est vrai que bah, des matchs à élimination directe, bah, tout de suite ça met de l'enjeu et ça c'est vraiment réussi. Après, bon, j'ai quelques critiques quand même, notamment sur l'aspect visuel. Moi, ça me tient pas mal à cœur. Ouais, moi aussi. Je comprends tout à fait la NBA qui a voulu marquer justement d'un aspect visuel les matchs qui comptent pour le in-season tournament avec quelque chose sur le parquet de très fort. Là, c'était peut-être un petit peu trop. Il faudra peut-être revoir un peu la copie, peut-être faire un logo central pour que ça pique moins les yeux, parce que c'était vraiment quand même très compliqué. On a eu un match hier, Pelicans. Lakers avec une équipe en blanc, une équipe en jaune sur un maillot, sur un parquet bleu et rouge. Ça, c'était affreux. Et puis, alors je sais que la NBA c'est une ligue de geeks, mais là comprendre les modes de sélection, comprendre quels matchs compter et on a même découvert, enfin moi j'ai découvert là cette semaine qu'il y avait des matchs qui comptaient pour la saison régulière entre ces matchs de quart. Enfin, ça faisait un petit peu beaucoup. Alors c'est peut-être parce que c'est la nouveauté, mais c'est vrai que ça rajoute encore une complexité à une ligue qui n'en manque pas. Bah, c'est surtout que ça ne permet pas de comprendre forcément les enjeux. C'est-à-dire que la sélection des poules, comme pourquoi telle équipe se trouvait dans telle poule et ainsi de suite, ça reste très flou. Pour ce qui est du parquet, je pense que ça va être amené à évoluer, étant donné Ah oui. ils vont marchander le truc. Donc, enfin, on a entendu dire que Netflix était intéressé, que d'autres plateformes de streaming étaient intéressées. Je pense qu'ils vont finir par vendre les droits à une plateforme ou à un diffuseur particulier. Et je pense très sincèrement que l'aspect visuel va évoluer au fur et à mesure qu'un diffuseur se profile à l'horizon. Là, je pense que la NBA, effectivement, ils ont voulu, comme tu dis, marquer le coup avec un aspect visuel très fort, une distinction très forte. Mais waouh, effectivement, ça piquait les yeux à de nombreuses reprises. Quoi. C'est vraiment, effectivement, tu as bien raison, un des points à revoir probablement du côté de la NBA. Après, les matchs étaient quand même super intéressants pour la plupart. Quoi. Vincent, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Alors, je vous rejoins totalement sur les parquets. Ce que je retiens, c'est que les joueurs sont des compétiteurs. Et ça c'est chouette de voir déjà des joueurs se donner à fond. Je pensais en fait que le tournoi, moi, allait durer beaucoup plus longtemps. In season, voilà, j'avais regardé ça de très loin. Et c'est vrai que les phases finales sont déjà début décembre. Donc c'est ça qui me surprend un petit peu. Pourquoi pas faire plus de matchs de poule voilà, pour arriver un peu plus tard. Mais ça viendra en conflit peut-être avec le All-Star Game. Mais Alors là, ça, ouais, ça vient en fait, ça vient en conflit avec. Faut regarder le calendrier du sport américain en fait. Ça vient mm, en conflit avec les matchs de Noël, donc ils veulent, je mm, pense, laisser une période de transition. Et je pense que ça n'ira pas plus loin que si jamais ça devait se prolonger, ça n'ira pas plus loin que la mi-décembre, parce que justement, tu as les matchs de Noël qui sont un point fort de la saison NBA. Et après, en janvier, je crois que t'as les playoffs de la NFL avec le Super Bowl qui se joue début donc février, un là, truc comme ça, et ainsi de suite. Et en mars, tu as le March Madness
Et donc Ouais. voilà. Et en avril, tu as le début des playoffs. Donc en fait, vraiment la seule période accessible pour la NBA pour faire Ouais, leur où il y a tournoi en fait. une C'est fenêtre ça. médiatique. Ouais. Alors c'est dommage qu'il y a eu une demi-finale qui s'est terminée un peu en blowout, mais Ouais, on a vu un esprit un petit peu Final Four NCAA avec voilà des équipes qui veulent aller au bout et ça ringardise quand même aussi le All-Star Game qui est devenu depuis quelques années complètement. un match plus que de démonstration. Et, euh, et voilà, est-ce qu'il faudrait pas mettre quelques petites primes au All-Star Game pour aussi voir une confrontation, un match avec beaucoup d'intensité. Donc voilà, je dévie un petit peu sur l'All-Star Game, mais ce in-season tournament qui va se révéler une bonne surprise euh, peut, euh, peut entraîner par effet boule de neige une réflexion sur le All-Star Game. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis là. J'y avais jamais pensé. Et effectivement, quand tu vois le succès du play-in, quand tu vois le succès de ce tournoi d'intersaison, voilà, qui n'est pas sans point d'amélioration, mais effectivement, c'est très pertinent parce que on se demande aujourd'hui, moi, enfin, j'ai déjà réfléchi à la question plusieurs fois. Moi, je ne regarde plus jamais le All-Star Game. Ça ne m'intéresse plus du tout, alors qu'avant, alors, je me dis peut-être parce que j'étais jeune, j'en sais rien, mais avant, ça m'intéressait les matchs. Les matchs, j'ai trouvé intéressants. Pour moi, il y avait quelque chose d'agréable à regarder. Ça fait plusieurs saisons aujourd'hui, et maintenant, j'y vais même plus. Je veux dire, ça ne m'intéresse absolument plus du tout. Pour moi, c'est un grand cirque qui ne m'intéresse pas parce que le match est totalement inintéressant. Et pour moi, c'est pas ça que je veux chercher. Je cherche dans le basket. Mais bon, mais effectivement, c'est très intéressant. J'aimerais qu'on poursuive sur ce tournoi intersaison en parlant quand même du fait que sur cette première édition, on est avec LeBron James qui est en passe d'ajouter un nouveau palmarès enfin un nouveau trophée à son palmarès, qui vient de planter, le premier joueur de l'histoire à planter 30 points, 5 passes, 5 rebonds en 23 minutes ou moins dans l'histoire de la NBA. Il est en passe de réaliser sa meilleure saison en points en moyenne par tentative, avec 1,45 points en moyenne par tentative depuis son arrivée aux Lakers, avec une moyenne, et c'est une moyenne supérieure à sa saison 2011-2012 à Miami quand même, où il était dans son prime, ce qui est quand même dingue. Il est redoutable dans la raquette, il est 11e de la ligue en points inscrits dans la peinture, et il fait, parmi les joueurs qui inscrivent 8 ou plus points en pénétration, il est le premier pourcentage de réussite au tir avec 66%. C'est Giannis qui est second avec 65%. LeBron James aura 39 ans le 30 décembre. Vincent Adrien, j'ai envie de dire, c'est quand même assez fou cette histoire de LeBron James qui est là encore et toujours quoi. Bah, moi, je trouve que c'est hyper intéressant en effet de se dire. Je pensais pas qu'il y aurait un intérêt comme ça. Vincent disait qu'ils étaient très compétiteurs, les joueurs NBA. Je suis complètement d'accord, mais j'aurais pas pensé il y aurait un tel investissement des gros joueurs, dont LeBron James. Je me pose la question en effet, est-ce qu'il veut pas être le premier à gagner le in-season tournament pour marquer un petit peu de son empreinte? Peut-être, on sait que les trophées ont des noms maintenant. Eh, pas On, con, pas con. on aura le trophée LeBron James. Et puis, LeBron aussi, c'est aussi quelqu'un qui est intéressé pour investir plus tard dans une franchise. On parle d'une franchise à Vegas. Le In-Season Tournament se passe à Vegas. Je crois qu'il y a quand même un enjeu Bien sûr. publicitaire et de vitrine. Et c'est fou quand même de voir que LeBron reste encore la vitrine de la NBA et complètement partenaire de ça. Moi, j'ai l'impression qu'il a des parts dans la NBA, quoi. C'est pas possible. Il a Ouais, des c'est actions parce que clairement. il s'investit, hein, vraiment. C'est la tête de gondole de la ligue. Enfin, je veux dire, les matchs de LeBron sont les plus, ça reste les matchs les plus regardés. Je crois que LeBron James et Stephen Curry sont les deux Oui. joueurs qui attirent le plus les foules sur le marché américain. Donc ça reste vrai et ça reste les deux joueurs les plus rentables pour la ligue. Vincent, toi, qu'est-ce que t'en dis toi de LeBron James qui amène ses Lakers en finale de ce tournoi? Bah, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Adrien.
faut pas oublier que LeBron James a une forte volonté de laisser une trace dans l'histoire. Si on compare une fois de plus avec Michael Jordan, Jordan avait une soif de titre, mais pas cette volonté d'imprimer sa marque sur l'histoire. Alors le vouloir, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et quand on voit les performances de LeBron James à son âge, bientôt 39, c'est incroyable. Et il le veut ce tournoi. Alors on verra bien sûr s'il le gagne, mais, euh, mais voilà, ça sera une ligne de plus au palmarès et qui sera le premier à écrire sur les tablettes. Donc ça c'est top. Et après, bien sûr, je pense que l'objectif ultime, c'est d'accueillir un de ces fistons en NBA. Quand on voit ses performances, je ne le vois pas prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc, total respect pour LeBron James, son éthique, sa volonté. Et quand même, les Lakers, c'était un peu bizarroïde ces 2 dernières saisons. Et là, ils ont l'air de repartir quand même sur un chemin un peu plus droit. Ouais, ils nous ont fait une finale de conférence malgré tout la saison passée, ce qui était quand même inespéré pour eux, surtout qu'ils sortaient du play-in, donc c'était quand même un sacré résultat obtenu. Et puis on voit LeBron dès qu'il y a des matchs coup près, dès qu'il y a des matchs à haute intensité et de compétition, ben il répond présent quoi. Et je voyais quand je regardais le match, tu vois encore l'impact qu'il a sur quand il est sur le terrain et quand il est sur le banc. Ah, je veux dire, cette équipe ira aussi loin que LeBron James est capable de les emmener, quoi. C'est assez fou de se dire ça quand t'as Anthony Davis qui est sur le parquet avec lui. Euh, pour finir sur les Lakers rapidement, on sait que là, aujourd'hui, il y a plusieurs rumeurs comme quoi les Lakers vont potentiellement, encore une fois, encore cette saison, faire un transfert pour renforcer l'effectif. On parle de potentiellement, comme monnaie d'échange, D'Angelo Russell et ou Rui Hachimura, potentiellement pour faire venir Zach LaVine. Alors, on va pas rentrer on va pas faire commencer à spéculer. Je vous demande pas de spéculer sur l'arrivée de Zach LaVine, pas du tout. Mais cette équipe des Lakers actuellement, telle qu'elle est construite, Adrien et Vincent, est-ce que vous pensez qu'elle joue le titre ou pas cette saison, au-delà du in-season tournament? Vincent, tu penses que ça joue le titre ou pas? Non, je pense que c'est un petit peu juste, un petit peu comme l'année passée. Moi, j'ai toujours mes réticences sur l'engagement total et surtout la sérénité physique d'Anthony Davis. Hmm. Euh, elle est déjà moins bancale qu'au cours de la saison passée. Les trades avaient été positifs. Euh, elle, elle fera son petit chemin en playoff, mais non, je les vois pas aller en finale cette année. Adrien, t'en penses quoi, toi? Pour moi, elle fait pas partie des prétendants les plus hauts, mais elle est pour moi dans le deuxième tiers. Mhm. Euh, je trouve que c'est quand même enfin, une équipe qui a beaucoup d'expérience. Elle est, moi, je trouve qu'elle est pas très, enfin, le banc n'est pas très profond. C'est un peu ça qui m'inquiète quand je vois les rotations. C'est ça qui me fait un petit peu peur. En tout cas dans leur utilisation. Bon, voilà. Et je pense pas que le bon plan, ça soit de faire venir Zach LaVine, Non. parce que, enfin, il va falloir payer assez cher le fait qu'il vienne, et donc du coup, on va encore perdre en profondeur de banc. Donc, je suis pas très positif, mais par contre, je pense qu'ils peuvent aller assez loin quand même et jouer, pourquoi pas une finale de conférence, ouais. Ouais. Avant d'enchaîner sur les Pacers, parce que ça, on va rentrer ensuite dans. Je vous ai demandé tous les deux de me donner vos deux surprises, déceptions, enfin les deux éléments, les deux sujets qui vous semblent les plus marquants pour vous cette saison. Et on va parler des Pacers. Mais avant de parler des Pacers, je voulais vite fait parler de Zion Williamson et des Pelicans qui se sont présentés face aux Lakers en demi-finale du tournoi. Ils sont arrivés plutôt en confiance, hein, un effectif quasiment au complet après les retours de blessures de CJ McCollum et Trey Murphy, deux éléments importants de cet effectif. J'avais l'impression que Zion Williamson et Brandon Ingram semblaient trouver un petit peu leur équilibre sur le terrain ces derniers matchs. On sent que c'est perfectible, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur la bonne voie. Et
comme trop souvent avec cette équipe, j'ai l'impression que dès que je commence à y croire, eh ben je me brûle. La profondeur du banc est absolument hallucinante. Le talent qui est présent est absolument hallucinant dans l'effectif, ne serait-ce que Brandon Ingram et Zion Williamson, qui sont, je sais pas, quand tu regardes le talent pur de ces deux joueurs-là, tu te dis, mais c'est génial d'avoir ces deux mecs-là en tant que franchise player pour construire autour. Et pourtant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et voilà. Et je voulais avoir votre opinion un petit peu sur cette équipe. Adrien, t'en penses quoi des Pelicans? C'est marrant parce que je pense que depuis un moment, il y a un problème d'axe en fait pour moi. C'est très compliqué de construire une équipe avec deux ailiers. Euh, et je pense que ils vont être obligés de faire un choix entre Brandon Ingram et Zion Williamson. Je trouve que cette équipe est pas spécialement bien construite. Mhm. Voilà. Et ça me fait penser à ce choix qu'ont dû faire les Sixers il y a quelques années entre Ben Simmons et Joel Embiid. C'était un peu la rengaine. Je trouve que ça leur colle aussi à la peau aux Pelicans. Mais c'est pas faux, ouais. J'adore les deux joueurs, hein, mais je pense qu'il y a peut-être un problème d'axe. Et puis, euh, pour être plus précis sur Zion Williamson, il y a peut-être un problème de leadership. C'est un joueur extraordinaire. Moi, je le trouve très très fort. Il faut pas oublier son début de saison qui est quand même assez exceptionnel. Et en plus, on se dit, bon, il est pas au top de sa forme d'après Charles Barkley, mais il reste très fort. Par contre, est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut mener son équipe très loin? C'est ça qui me pose question, moi. Je pense que c'est aussi ce que voulait pointer Charles Barkley quand Oui, il est revenu dans sa rengaine sur son état physique. Ce que je comprends tout à fait. En plus, Charles Barkley est plutôt bien placé pour en parler parce que lui-même a vécu ça et c'est ce qu'il a dit dans son intervention sur TNT. C'est que lui, il a eu la chance d'avoir Moses Malone qui est venu le prendre entre quatre yeux et pour lui dire, écoute, mec, ça va pas du tout, t'es pas en état. Si tu perds pas les kilos superflus, si tu es pas taillé dans la pierre, bah tu vas te blesser, tu pourras pas jouer en fait sur la durée. Et c'est le problème de l'arrivée de Zion Williamson depuis son arrivée en NBA, c'est son problème. Charles Barkley souligne un autre point, c'est la capacité de son coach Willie Green, et même du front office, de lui dire la vérité, puisqu'il a tellement de pouvoir marketing, il a tellement de pouvoir commercial. Voilà encore un joueur qui est une véritable machine à sous en termes d'audience, en termes de marketing et tout ça, ce qui lui confère un pouvoir certain. Et donc, il y a tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Adrien. Effectivement, en termes de leadership, je ne sais pas si c'est le cas. Et en termes de talent pur, bah, on le voit bien que sur le terrain, il a un talent absolument débordant, Zion Williamson. Après, il a aussi des gros problèmes en défense, notamment. Quand je vois les défenses cibler Zion Williamson parce qu'ils savent très bien qu'il connecte pas sur les schémas défensifs, qui fait mm, des erreurs de couverture, de rotation, de compréhension de ce qui est en train de se passer. Je veux dire, ça commence à faire ça fait 5 saisons qu'il est en NBA maintenant. C'est quand même, moi, je suis pas rassuré par le fait qu'il pige toujours pas ce qui se passe, quoi. Et voilà, je suis pas. Et quand tu vois le talent qu'il y a derrière eux, derrière Ingram et Zion Williamson, je pense notamment à Herb Jones qui est absolument phénoménal cette saison. Il est génial ce joueur, j'adore ce joueur. Et Trey Murphy, en qui j'ai beaucoup d'espoir. Je me dis effectivement, potentiellement, les Pelicans ont des. Tu as tout à fait raison de le souligner, ont des choix difficiles à faire. Vincent, quel est ton point de vue sur les Pelicans? Alors, Adrien me chambre souvent là-dessus. J'ai longtemps oublié qu'il y avait une équipe à la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai que depuis 2 ans, bah, il nous régale. Hein. C'est vraiment une équipe sympa, avec beaucoup, beaucoup de talent, du talent à tous les postes. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de CJ McCollum, Mhm. qui justement pouvait laisser penser qu'il allait être un petit peu le chef. Et parce que Brandon Ingram, qui est un swingman un peu cool, comme pouvait être Pippen dans son temps, n'a pas l'âme d'un chef, hein, malgré tout le talent qu'il possède. Et puis Zion Williamson,
Bon, les stats sont quand même corrects, mais ça stagne. Le physique, je pense que son physique laisse entendre qu'il y a un manque de travail personnel. Euh, c'est un peu dommage, je trouve qu'il rentre dans le rang. Alors, il est quasi niveau All-Star, hein, on va pas se mentir, Ah, mais son talent est irréel à Zion Williamson. mais C'est juste sur ça le, qui est frustrant, en mais fait. juste sur le talent, quoi. Et c'est ça Hmm. qui est embêtant. Et oui, le leadership, c'est vrai qu'entre Ingram et Williamson, on sent aucun des deux qui se détache. Alors peut-être que ça viendra d'un autre, hein. Peut-être, c'est vrai que Herb Jones est superbe. J'aime bien son surnom, à Not on Herb, pas sur Ouais. l'herbe, parce que le gars qui défend sur lui peut pas s'allonger pour se reposer dans l'herbe. Je trouve ça rigolo. Euh, donc oui, pourquoi pas un trade pour essayer d'apporter peut-être un peu de méchanceté, hein, de dirty play dans cette équipe. Mais alors, tu veux transférer qui? Tu veux transférer Zion ou tu veux Je sais transférer? pas. Ouais. J'aime bien les deux. Je sais pas. C'est marrant parce que je repense souvent quand je vois cette équipe à la série de playoffs qu'ils nous ont fait en 2022 face aux Suns, où Zion était sur le banc, blessé. Et cette équipe avait montré, je trouve, une vraie dynamique, un vrai état d'esprit, un collectif sur le terrain. Et ça correspondait justement à l'arrivée de CJ McCollum. Et je trouvais que la dynamique entre McCollum et Ingram sur le terrain était assez extraordinaire. Et j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, je sais pas, des fois, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est possible d'intégrer Zion dans cette équipe et de retrouver cette dynamique collective? Et Après, on est l'an dernier, il y a eu un moment en début de saison, je pense que c'était en décembre-janvier, où les Pelicans, quand ils étaient au complet, montaient au classement, ils étaient dans le top 3 de la conférence Ouest, et tout le monde se disait, oh là, attention les Pelicans, ça peut faire quelque chose, et puis voilà, tout s'est cassé la figure. Mais je me demande vraiment si c'est en l'état, si c'est possible ou pas. Est-ce qu'on est face une problématique de jeunesse et de manque d'expérience, ou est-ce que c'est autre chose en fait? Est-ce que c'est un état d'esprit? Oui, attendons de voir. Il y a que 23 matchs. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'on sent une stagnation. Mais bon, la saison est encore longue. Hmm. Je pense, on peut laissons-leur un peu le, le bénéfice du Le doute. bénéfice du doute, ouais. Ouais, et puis peut-être avoir des avis un peu plus tranchés en fin de saison. Voilà, si Zion ne mange pas trop de dinde à Noël, et que après la coupure du All-Star break, ça monte gentiment. Peut-être que l'équipe peut être une bonne surprise, mais Je suis voilà, d'accord. peut mieux faire. J'étais en train de regarder là, Willie Green, c'est sa troisième saison là Ouais, aux Pelicans et c'est pas fameux hein, son bilan. Hein, 36 46 sur la première saison, 42-40 la seconde et là il est à 12-11. Hein. C'est vrai que peut-être aussi que ça peut se faire par là et c'est dommage parce que c'est un coach qui est jeune, qui est intéressant. Bon, ouais, comme dit Charles, il y a Mike Budenholzer qui traîne dans les parages, et oui, qui fait partie des coachs disponibles. Et je pense que beaucoup de coachs ont un souffle dans la nuque avec la présence de Budenholzer. On va parler de Tyrese Haliburton et des Pacers. C'est le choix de Vincent. C'est un des deux choix de Vincent. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous avais demandé de, de parler. Et toi, Vincent, tu as choisi de parler de Tyrese Haliburton, l'homme qui ne perd jamais de ballon. Pourquoi? C'est c'est Pourquoi ce choix? Je ne comprends pas. c'est le moment à Liberton. C'est là, Ah bon? Qu'est-ce qui ouais. se passe? Non, rien de très original, mais ben, on parle pas souvent des Pacers. C'est vrai que les Pacers, historiquement, c'est un petit marché. Je veux pas dire que c'est une franchise triste ou nette parce qu'elle a eu des très belles années, bien sûr, les années Miller. Mais après, c'était plutôt une franchise axée sur la défense, voilà, sur un jeu plutôt posé. Et là, on a une explosion. Les Indiana Pacers, c'est l'équipe smile du moment, avec un meneur de jeu, avec un shoot, on dirait une machine à trancher le jambon.
Et, c'est super, quoi. Ça fait partie de tous ces nouveaux petits meneurs, enfin nouveaux petits, pas Parce par qu'il a 3 têtes de âge, plus que toi, Vincent, hein, mais, sois lucide. qui a démarré un petit peu avec Stephen Curry et cette envie de faire plaisir, euh, de donner du plaisir au public, avec des shoots qui partent plus au-dessus de la tête, mais on a l'impression des fois qu'ils lancent des fléchettes et ils shootent de plus en plus loin, ils mettent le feu à la salle, les jeunes les adorent. Et dans le cas de Tyrese Haliburton, il n'y a pas que le fun, il y a très peu de balles perdues, il y a une grande maîtrise technique, il porte son équipe sur le dos. C'est une équipe qui est bien construite, il est en train de rajeunir Buddy Hield, il donne du talent aux autres, et voilà, il se retrouve en finale outsider face aux Lakers. Et bah, moi, j'aimerais bien qu'il gagne, voilà, pour mettre un petit peu de lumière sur cette équipe des Pacers, qui avait un bilan la phase finale un petit peu équilibré, puis là qui va monter gentiment. Alors, je sais pas où ça ira, ça finira peut-être en premier tour des playoffs ou voire au play-in. Mais voilà, un gros coup de cœur sur le plaisir qu'ils offrent. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport justement à la médiatisation des Pacers, les Pacers, au début de la saison, n'avaient qu'un seul match diffusé sur l'antenne nationale. C'est un match qui est prévu le 30 janvier prochain face à Boston. À titre de comparaison, les Lakers en ont 27 cette saison. C'est la Ouais. deuxième équipe la plus diffusée nationalement avec les Warriors, qui en comptent 28. Et là, grâce à ce tournoi, ils viennent d'en gagner 3 supplémentaires, matchs diffusés nationalement. Ça me fait extrêmement plaisir. Parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas posé un œil sur les Pacers s'il n'y avait pas eu ce tournoi en début de saison. Et Tyrese Haliburton, je devrais logiquement en parler beaucoup plus en détail, de façon très approfondie avec Charles la semaine prochaine, parce que Charles a absolument envie de parler de Tyrese Haliburton, parce que c'est son petit chouchou. Et les Pacers, je pense que c'est une équipe dont il faut absolument parler pour diverses raisons. Bon, on va passer on va parler d'Haliburton, mais aussi de toute l'équipe des Pacers. Et effectivement, c'est un délire total qu'elle soit en finale de ce tournoi intersaison. Et Haliburton est en train de réaliser une saison absolument exceptionnelle. Là, après le match qu'il vient de jouer là, face à Milwaukee, il est devenu le seul joueur de l'histoire à accumuler 2 matchs avec plus de 50 points, plus de 25 passes décisives au total, hein, sans jamais perdre le ballon. C'est hallucinant. En fait, ce mec, c'est absolument fou ce qu'il est capable de faire au poste de meneur actuellement sur un terrain de basket, quoi. Et sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, il tourne à plus de 31 points, plus de 11 passes, et il perd quasiment jamais la balle, quoi. Il a un volume de jeu, une efficacité dans son jeu qui est hallucinante, et tout ça avec une propreté qui force le respect, quoi. Il est fascinant, ce joueur. Et puis, quel plaisir, effectivement, je comprends que tu retiennes les Pacers, parce que quel kiff de regarder cette équipe jouer, quoi. Adrien, qu'est-ce que t'en penses, toi, des Pacers et de Tyrese? Ouais, ben, j'aime beaucoup aussi, hein. Je trouve que ouais, c'est très agréable à voir jouer, de voir un jeu qui est très rapide et de voir un meneur de jeu qui lâche très très vite le ballon avec un jeu à risque et puis en effet une propreté assez folle. Donc je crois qu'il est leader en passe par match de la ligue Tout à fait. et puis de loin, hein, je crois que le deuxième c'est Trae Young et surtout je crois qu'il a un ratio passe perte de balle qui est assez qui doit être le meilleur je pense parce qu'il est il est vraiment devant Trae Young et ouais c'est très agréable. Euh, J'aime bien cette équipe des Pacers et j'aime bien cette finale Lakers-Pacers parce que ça me rappelle mes premières années où j'ai suivi la NBA. Et les finales de 2000. C'est ça, Ouais. Le exactement. premier titre des Lakers avec la paire O'Neal-Kobe Bryant. C'est ça, ouais, ça remonte un petit peu, et de remettre un petit peu en avant cette franchise, comme disait Vincent, là, Ouais. succès d'ABA, mais pas beaucoup de succès en NBA. Je
pense que c'est vraiment cool. Du coup, c'est vraiment la réussite aussi de ce tournoi in season. Et par contre, je m'interroge un petit peu sur la suite qu'il pourrait avoir, comment entourer Tyrese Haliburton, parce que euh, c'est une équipe pour le coup très profonde, mais qui se cherche encore. Et ça serait intéressant de voir, enfin voilà, vers où ils vont aller. C'est presque dommage que Rudy fasse une très bonne saison chez les Wolves, parce qu'en fait, Tyrese Haliburton, Rudy Gobert, moi je sais pas, je sais pas vous, mais je trouve que Ah, carrément, toi. Rudy Carrément. Gobert aux Pacers, je trouve que ça serait très très cool. Voilà. Bon, après c'est pas, ça se fera pas, hein, mais Non, voilà. je pense pas que ça va se faire demain, mais Non. non, non, mais c'est une question tout à fait légitime que tu poses et elle a été partiellement abordée récemment par Wojnarowski du site ESPN, qui a expliqué justement que la franchise des Pacers avait en Tyrese Haliburton non seulement une star, enfin je veux dire une star, il est aujourd'hui un des leaders de la ligue. Il fait partie de l'élite de la NBA. Il faut bien comprendre ça. Tyrese Haliburton, c'est pas juste un bon joueur. C'est un joueur qui est en train d'être dans la conversation du MVP et qui est en train d'afficher d'aligner des statistiques qui sont dans le top 10, voire top 5 de toute la ligue, quoi. En termes de stats avancées, c'est complètement fou. Il est devant des gars comme Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Anthony Davis, enfin tous ces gars-là, quoi. Faut avoir conscience de ça. Et il expliquait justement que les Pacers qui n'ont pas payé, je crois, la taxe depuis la taxe donc salariale, hein, parce qu'ils ont des joueurs qu'ils payent cher depuis 2006, je crois, euh, ont en Tyrese Haliburton un des meilleurs recruteurs de la ligue. Et apparemment, l'espoir serait que sa présence et le plaisir que les joueurs ont à jouer avec un mec comme lui, de ce profil-là, attire justement d'autres All-Stars, d'autres stars dans l'équipe pour pouvoir construire autour de lui. Et écoute, ça sera une affaire à suivre, mais C'est j'ai bon espoir que ça puisse se faire. Historiquement, c'est pas non plus un marché qui a brillé par ses signatures Tout à fait. d'intersaison. Donc Indiana, c'est plutôt une équipe qui s'est construite en draftant bien et puis en faisant des transferts intelligents. On se souvient de l'avenue de Jermaine O'Neal, les draftés intelligemment, c'était euh, Paul George, Danny Granger. C'est une équipe, enfin c'est une franchise qui a vraiment un sérieux. Bon, par contre, les signatures, j'ai un peu plus de doutes, mais s'il y a un petit peu d'argent sur la table, je pense qu'en effet, ça peut attirer de jouer avec Haliburton. Bah, C'est une ouais, franchise qui ne sait jamais s'aborder. Hein, Mm. tout à fait. beaucoup de franchises ont fait tout pour être dernière, pour choper des hauts pics de draft. Faut pas oublier l'Indiana, c'est l'état du basket aux États-Unis. Et je pense que c'est une franchise qui a jamais voulu proposer un spectacle catastrophique à ses spectateurs, parce que sinon ils vont voir les matchs universitaires et ils délaissent la salle. Donc c'est une équipe qui a toujours voulu être digne quelque part, même dans les années difficiles. Et c'est pour ça que voilà, c'est sympa de les voir briller. Il y a les Pacers, comme je dis tout à l'heure, j'en parlerai la semaine prochaine plus en détail, mais d'un point de vue salarial, il y a plein de choses très intéressantes à aborder. Tyrese Haliburton est signé jusqu'en 2028-2029, il me semble. Buddy Hield et Miles Turner étaient incessamment dans les conversations de transfert ces dernières saisons. Ils ont jamais bougé, mais Buddy Hield, son contrat s'arrête à la fin de la saison. Donc, s'il n'y a pas de prolongation, et ça n'a pas été négocié avec les Pacers pour l'instant, il est probablement sur le départ d'ici la date limite des transferts. Miles Turner, il a un salaire dégressif qui s'arrête à la saison prochaine, 2024-2025, où il touchera moins de 20 millions. Bruce Brown a une team option pour la saison 2024-2025. Enfin, il y a énormément de choses à faire du côté des Pacers. Ils peuvent très clairement commencer enfin, être à l'intersaison l'été prochain avec énormément d'argent disponible pour investir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, c'est pas une destination privilégiée par les agents libres.
Et souvent, ils ont fait des transferts ou des recrutements où tu te grattes un peu la tête. Laissons encore une fois là le bénéfice du doute au front office, mais il y a clairement quelque chose à faire. Et Tyrese Haliburton est au centre de ça, quoi. Il est en train de, il a vraiment la possibilité, ce joueur, de modifier en profondeur le visage de cette équipe. Et je pense que le front office le sait. Je pense que les propriétaires le savent. Je pense qu'ils se disent, on n'aura pas un mec comme ça tous les 4 matins, quoi. Il faut qu'on investisse maintenant dans ce gars-là. Je pense. Mais bon, on verra ça. Adrien, toi, tu avais choisi de parler de Chet Holmgren, le rookie du Thunder. Bah oui, alors tu nous disais nos surprises du début de l'année. Alors c'est quand même une grosse surprise pour moi de le voir aussi efficace. Voilà, on savait qu'il pourrait avoir un impact défensif dans une équipe de KC qui avait déjà des atouts défensifs et puis qui était très bien construite au niveau de son attaque. Voilà, c'est quand même. Alors, il y est plus en 40, 50, 90, mais il y a été. On a déjà eu un rookie qui est passé par ces stats-là. Je Je crois crois pas. pas, non. Je crois pas. Non. Et en plus, c'est un intérieur. Donc, moi, ça m'a quand même surpris. Il fait partie de ces rookies sélectionnés très haut et qui font une année blanche comme il y avait Blake Griffin, il y avait dû y avoir Ouais. Joel Embiid, Ben Simmons, et qui donc du coup s'imprègnent très doucement de la ligue et qui peuvent être intégrés vraiment intelligemment. C'est ce qu'a fait OKC. Et alors on le savait très fort, mais moi vraiment il m'a surpris à tel point qu'il enfin voilà, qui fait de l'ombre à Victor Wembanyama. Ouais, je trouve ça très très fort. Ouais, et puis cette équipe du Thunder est vraiment en train de passer un cap et sa présence y est pour beaucoup. Ça a permis aussi de libérer beaucoup de choses dans le jeu de Shai Gilgeous-Alexander qui, pareil, comme Tyrese Haliburton, aujourd'hui caracole en tête de toutes les stats avancées dans la même phrase que Jokic, Embiid et ainsi de suite. Enfin, ce mec est absolument incroyable. Et Holmgren, non seulement offensivement, comme tu le dis, Adrien, il est extrêmement probant. C'est-à-dire que quand tu le vois sur le terrain, tu hallucines de voir un mec de cette envergure faire les dribbles qu'il fait, être capable de remonter la balle, de shooter à 3 points, de faire des pull-ups, de faire tout ce qu'il fait. Et derrière ça, défensivement, il a un impact énorme. Il fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue déjà. C'est ça qui est fou, en fait, pour moi, le plus. Mm. Vincent, Et toi, enfin, vas-y, Adrien, t'allais dire. non, 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 j'allais rien rajouter de plus, mais en plus, je trouve que, ouais, enfin, je trouve que cette équipe de Casey est particulièrement saine au niveau de alors, son vestiaire. Bon, il y a Josh Giddey, mais au niveau, j'étais en train de regarder la liste, justement, et je tombe sur Josh Giddey. Bon, il y a ça, mis à part qui est vraiment très problématique, mais il y a un côté, en tout cas, bien, bonne construction, jeune, et avec d'énormes possibilités au niveau contractuel pour les prochaines années. C'est très Ouais. fort. Ouais, et puis il y a des tonnes de pics de draft à échanger pour faire venir Ouais. quasiment n'importe qui, ou presque dans cet effectif. Il y a vraiment de grosses possibilités. Le mot de la fin sur Chet Holmgren, Vincent, peut-être. Bah, c'est le prototype de la NBA moderne. Euh, on voit d'un côté, par exemple, un André Drummond qui a été qui est un peu symbolique des pivots lourds, rebondeurs d'il y a quelques années. Et là, on voit arriver des grandes tiges où on croit qu'elles vont plier au premier coup. Et non, il y a de la résistance. Et ça court, ça shoot à 3 points. Un jeu de plus en plus périphérique. Et voilà, Chet Holmgren, c'est un symbole, comme va l'être, et comme commence à l'être Victor, bien sûr, et va l'être encore plus dans les années à venir. Mais voilà, la NBA des années 2030, on l'a devant les yeux. Ouais, complètement. Ouais. Vincent, tu vas continuer sur ta lancée. Tu vas nous parler, toi, de ton deuxième choix des Wolves de Minnesota. Et très très drôle. La standing, je vous avouerai, hein, la standing ovation qu'a reçu Rudy Gobert dernièrement là, par le public de Minnesota, par les supporters de Minnesota, ça m'a fait mais tellement chaud au cœur.
Ouais. Ça me fait tellement plaisir que cette situation se soit retournée pour lui et pour cette équipe. Et voilà. Et je te laisse présenter ton choix. Oui, c'est bien que tu commences par ça, Josh. C'est aussi le symbole du monde moderne, hein, où tu montes très haut, on descend très bas. Il y a un an, Rudy Gobert, c'était devenu un moins que rien. J'exagère à peine. Et Ouais, t'exagères à peine. Et il y a encore des gens qui disent que c'est une fraude. Enfin, je veux dire, j'en ai parlé beaucoup dans ce podcast de Rudy Gobert et de son rapport aux fans, mais moi, c'est un truc qui m'échappe, mais alors totalement. C'est la méchanceté qu'il pouvait avoir même de d'autres joueurs. Et c'est une belle revanche. En plus, c'est vrai qu'il a pâti aussi de la mauvaise campagne de l'équipe de France de basket aux mondiaux. Et il a travaillé après, il en est revenu plus fort. Moi aussi, je fais mon mea culpa parce que pendant longtemps, je me disais, ah, mais pourquoi il bosse pas un petit hook, un petit sky hook, un petit move et non, voilà. Rudy, il est revenu à ses fondamentaux. C'est le chef de la défense des Wolves. Il est suivi par son équipe. Peut-être que finalement la bagarre avec Kyle Anderson l'an dernier, ça a été un mal pour un bien. Ça a permis de crever un abcès dans l'équipe. Il a très très bien réagi à l'agression de Draymond Green, vraiment sans en rajouter. Et là, il revient à ses fondamentaux. Euh, il bénéficie aussi d'une équipe des Wolves qui est beaucoup où la hiérarchie s'installe. Euh, Moi, je bougerai pas cette équipe parce que ça y est, le pari Rudy Gobert d'il y a 2 ans où on disait oh là là quel transfert, qu'est-ce qu'on donne, tout ce qu'on donne pour Rudy Gobert, et ben là c'est en train de s'installer. Karl Anthony Towns, c'est pas le franchise player, c'est un big three maintenant. Le patron général c'est Anthony Edwards. Karl Anthony Towns c'est le deuxième joueur solide du big three. Et puis Rudy Gobert, c'est le chef de la défense. Donc voilà, l'équilibre s'est trouvé. Il y a des très bons joueurs, bien sûr, à côté. Et voilà, les Wolves, c'est sûr que c'était pas une équipe non plus qui était dans le haut des charts. Et puis là, voilà, c'est une équipe qui réussit son pari et à voir ce qu'elle va donner si elle va garder sa première place. Oui, c'est une vraie surprise. Dans la hiérarchie, tu dis que c'est Towns tu le mets en première position, Towns. Ah non, 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 au contraire. Ah Il, non, ouais. il avait été présenté comme Ah oui, franchise d'accord. player et Pardon. il l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Ouais. On voit clairement que voilà, il fait partie du Big Three. Le patron maintenant, c'est Anthony Edwards. Oui, voilà, c'est ça. Tout à Euh, fait. Ouais. le patron de la défense, c'est Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, c'est voilà, le costaud à côté, le fort joueur. Qui fait Mais une saison de fou furieux, hein, Towns. et, Il est en et, 50, 40, et 90, Towns, peut-être qu'il fait une à l'heure qu'il est. saison parce qu'on lui demande plus d'être le franchise player. Voilà. Peut-être. Maintenant, c'est Anthony Edwards. Hmm. C'est lui le chef. Lui, il a les capacités mentales pour supporter tout ça. Toms, je pense que non. C'est un fort joueur. Euh, mais voilà, il est délaissé de ses responsabilités et il va d'autant mieux jouer. Adrien, un mot sur les Wolves. Je vais faire une petite digression par rapport à un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais moi, je souhaite à Zion Williamson un Anthony Edwards. Hein. On a à peu près le même cas de figure. Alors, pas tout à fait, parce que Kat se blessait pas autant que Zion Williamson, et il y a différents enjeux. Mais on sent quand même que là, le leadership a été pris par Anthony Edwards, qui est un joueur surprenant, hein, qui avait aussi pris le lead avec Team USA. Franchement, j'aime beaucoup aussi ces Wolves. Attention par contre à pas les voir trop beaux. C'est aussi bon, c'est une équipe qui a mis le temps l'année dernière à se construire. Attention à ce que ça redescende pas non plus tout d'un coup. Il faut bien stabiliser les choses. Et bon, en tout cas, ça fonctionne, Rudy et Karl Anthony Towns. Voilà, j'ai peut-être plus de doutes sur la longueur et sur la finalité. Hein. Est-ce qu'on va chercher un titre avec
avec ce type de complémentarité, je suis plus en doute. Puis Mike Conley commence à être un petit peu âgé aussi. Ouais. Voilà, c'est un projet qui doit aller vite, en tout cas. Ouais, n'empêche que sa Notamment. présence a changé Ah oui. beaucoup de choses par rapport à D'Angelo Russell qui était là Ah avant lui. Et au respect pour Rudy aussi. Ouais. Parce Ouais, qu'il mais complètement. avait joué avec lui à Complètement. Utah et je pense qu'il a stabilisé aussi mentalement Rudy. Rudy a vu un ancien pote arriver dans l'effectif Tout à et fait. je pense que ça lui a fait du bien. Et Rudy a beaucoup plus de respect, je pense, d'Anthony Edwards qu'il en avait de Donovan Mitchell. Donc tout ça réuni est positif pour Rudy et les Wolves. Je pense qu'Anthony Edwards lui donne beaucoup moins de travail défensif Oui, que c'est sûr. Donovan Mitchell. On va terminer le podcast avec Adrien, ton deuxième choix, qui est Alperen Sengun, le pivot des Rockets. Je te laisse le présenter. Alors ouais, alors c'est pas, tu parlais des surprises, c'est pas une surprise pour moi hein, en tant que Oui. discussion avec les fans des Spurs parce que c'était un joueur qu'on avait dans la ligne de mire et puis quand on l'a vu les Spurs plutôt choisir quelqu'un qui n'a pas de slip, eh ben on était un petit peu surpris. Mais donc du coup ça fait un moment que je le suis et j'aime beaucoup ce type de profil de joueur. J'étais très triste pour lui de le voir arriver dans le marasme de Houston. Et en fait, ma surprise, elle est plus par rapport au recrutement qu'a fait cet été Houston, les Fred VanVleet, les Dylan Brooks, Jeff Green. Je savais pas tellement où allait partir cette franchise. Il y a aussi Jalen Green qui est encore dans les parages. Il y avait Kevin Porter Jr. encore à l'époque dans les parages aussi. Et ça me faisait vraiment très très peur pour Alperen Sengun. Pour moi, c'est quelqu'un où il faut construire autour de lui. Et j'ai été vraiment surpris de voir que le choix d'Ime Udoka et du front office, c'était Alperen Sengun. Et je trouve ça un très très bon choix. Je trouve que c'est vraiment là qu'ils doivent aller, quitte à abandonner, alors c'est un peu tôt encore, mais abandonner le projet Jalen Green. Mais voilà, vraiment construire autour d'Alperen Sengun, c'est un excellent choix des Rockets. En tout cas, les Rockets sont devenus regardables à mon goût. Hein. Oui. Je peux enfin les regarder jouer. J'ai enfin du plaisir à les regarder jouer parce que voir Jalen Green et Kevin Porter Jr. Prendre 99% des tirs et des tirs complètement stupides la plupart du temps, c'était pas pour moi. C'était pas mon kiff. Et effectivement, je suis content de voir cette équipe des Rockets et pour Sengun, effectivement, parce que vous connaissez ma passion pour Jokic, on l'appelle bébé Jokic, Sengun. Il y a un air de ressemblance, un air de famille. Hein. Il y a un truc dans le jeu. Et en plus, enfin oui, on oublie, il y a Jabari Smith Jr. Vous vous souvenez Bien il sûr. a été sélectionné numéro 2 l'année dernière. Bien sûr. On a complètement oublié. Il a éteint tout le monde. Ouais. C'était pas c'était pas 3, c'était Banchero 1, Holmgren 2 et Jabari Smith Junior 3 je crois. Que c'était 3. Ouais, et en fait, Jabari Smith a été longtemps en top des mock drafts et il avait fini par descendre. Et puis Orlando avait choqué tout le monde en prenant Banchero, qui n'était pas du tout le mec que les gens pensaient voir partir en numéro 1. Bref. Mais non, mais cette équipe, il y a quelque chose. Et Ime Udoka a totalement changé l'identité de cette équipe et pour le mieux, clairement. Elle est fun, cette équipe. Ils sont à 9-9 là, mais elle est très très fun. Vincent, le mot de la fin sur les Rockets. Enfin, et Sengun. Je vais pas parler pour rien dire. Je les ai pas regardés cette année. Voilà. Ah, ok. Donc j'ai vu quelques highlights de Sengun, j'adore, avec des mouvements un peu à la Kevin McHale. Je vais avoir l'occasion d'aller à Houston pendant les vacances de Noël. Oh, l'autre, comment il crâne! Oh la vache! Je vais aller voir Houston-Brooklyn. Donc, j'en parlerai après, mais voilà, je ne vais pas parler pour rien dire. Oh la vache! C'était le coup de cœur d'Adrien. Oh, le insider de fou, quoi. Oui, je me barre à Houston pour les vacances de Noël. Voilà, excusez-moi, messieurs. Je reviendrai vous dire quand j'aurai serré la pince à Alperen. Ouais. Il faut que je voie de visu.
Moi, je vais aller sur place, vous comprenez. Ok, très bien. Bah, super, Vincent, bravo. Merci de nous tenir au courant de tes projets de vacances. Ouais. Eh, messieurs, merci d'être venus. C'était top. Merci à Bah, toi. C'est toujours un merci. plaisir. Ouais, Ouais. c'est clair. Ouais. Et puis ce podcast est toujours d'une grande bienveillance pour les joueurs et pour les invités, donc c'est vraiment toujours très cool. Oh, t'exagères. Voilà, je rappelle aux auditeurs, NBA All-Star Names, toujours un très bon cadeau à faire pour les fans de basket NBA si c'est pas déjà fait. Voilà, sachez-le, c'est un livre magnifique. Les gars, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour parler de votre actu et pour parler de la NBA. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Charlie. Voilà, petit clin d'œil, on va commencer dès maintenant. Il y a une grosse annonce qui va tomber la semaine prochaine avec Charlie pour l'avenir, qui concerne l'avenir du podcast. Voilà, donc soyez au rendez-vous. On annoncera ça dès le départ, donc dès le début. Donc voilà, semaine prochaine, petite annonce à vous faire. D'ici là, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye. Bye bye.